Tout d'abord, restons sur ce qui se passe là, en ce moment, en direct. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont précisément les opérations qui sont menées au moment où l'on se parle par l'armée israélienne en Iran? Précisément, je ne peux pas vraiment vous le dire parce que je ne le sais pas, parce que c'est des questions opérationnelles qui sont décidées d'abord par le chef d'état-major et par le gouvernement israélien, et ça change tous les jours. Mais clairement, notre but est de nous débarrasser des capacités militaires iraniennes qui pourraient nous menacer, et bien sûr des capacités nucléaires militaires que les Iraniens ont commencé à développer. C'est une chose que nous avons commencé à faire et que nous continuons à faire. À cela se sont ajoutés, comme l'a dit le Premier ministre dans son discours il y a quelques heures, des cibles Mhm. qui seraient liées au régime. À cause du fait que les Iraniens ont décidé justement de tirer contre des civils en Israël et d'essayer de tuer le plus d'Israéliens possible, notre décision de notre côté a été de leur faire payer le prix, et de faire payer le prix en attaquant le régime même, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Hier, à la même heure, je le disais, et on l'a vécu en direct sur BFM TV, une pluie de missiles balistiques a été envoyée sur Tel Aviv, notamment depuis l'Iran. Est-ce que ce soir, vous vous préparez à ce même genre de soirée? Est-ce que des consignes particulières ont été passées à la population? Il y a aussi des ressortissants français qui se trouvent en Israël. Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter ce soir? Tout d'abord, les consignes sont envoyées régulièrement. Chaque personne, chaque Israélien reçoit ces consignes sur son portable. Et il y a plusieurs genres de consignes pour d'abord se rapprocher des abris, ensuite rentrer dans les abris, ensuite sortir des abris. Donc c'est donné de façon régulière. Chaque personne qui rentre en Israël reçoit ces consignes et download Mhm. cette app qu'on met sur le portable. Vous Euh, assumez le risque on a, pour la non, population? non, C'est un passage exactement, obligé? c'est ça la chose la plus importante. Vous savez, quand le gouvernement a pris cette décision d'attaquer l'Iran, on savait qu'il y avait à avoir un prix. C'était clair qu'il y avait à avoir un prix parce que l'Iran est un pays quand même assez important, qui est une puissance assez importante et qui ne se laisserait pas faire. Mais la question était l'alternative. Pouvons-nous nous permettre Oui. de permettre à l'Iran, qui veut nous détruire et qui le dit d'une façon régulière, comme le dit régulièrement le guide suprême, avons-nous le droit, nous Mhm. qui avons vécu ce que nous avons vécu, qui avons l'histoire que nous avons, avons-nous le droit de ne pas prendre cette menace au sérieux? Et donc, c'était clair, La réponse est non. et non. Mais combien de temps? Combien de temps cela va-t-il durer? Et avez-vous vraiment les moyens de neutraliser cet arsenal nucléaire qui représente pour vous, selon vos mots, une menace existentielle? Est-ce que ça suffira? Alors, le temps, pour l'instant, nous l'avons. L'idée n'était pas vraiment d'avoir une opération qui durerait des mois, bien sûr, ce n'est pas notre intention, ni de longues semaines, mais peut-être plus que un petit nombre de semaines. C'était notre intention, en tout cas au début. Ben, ça Donc dépend, ça, bien sûr. c'est important ce que vous dites. Vous n'êtes pas parti pour des mois, Non, pas pas du non tout. plus pour plusieurs semaines, Non. mais Pas un plutôt long. quelques semaines. Voilà, C'est exactement. l'objectif. C'est l'objectif. L'objectif, bon, d'abord, nous savons exactement où se trouve chaque site Oui. et qu'est-ce qu'il y a dans chaque site, à quel niveau, quelle profondeur, etc. Donc l'idée était vraiment de cibler ce qui doit être ciblé, de nous débarrasser de ce dont nous devons nous débarrasser, et ensuite, c'est de nous retirer, parce que ni le régime, et bien sûr ni le peuple iranien, qui est un peuple ami, Mhm. ni le régime, ni le peuple iranien sont ciblés. Bien au contraire, le régime, parce que nous sommes un petit pays et nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle regime change, le changement de régime. Alors ça, vous faites beaucoup la distinction entre le régime iranien et la population iranienne. Mais précisément, qu'est-ce que vous dites à la population iranienne qui vous entend peut-être ce soir et qui voit dans cette offensive peut-être l'opportunité de se libérer d'un régime autoritaire, mais qui craint d'être prise pour cible comme les civils à Gaza? Qu'est-ce que vous Alors, leur dites à ces Iraniens? d'abord, ils ne seront pas pris pour cible. Notre but est vraiment de cibler. Vous avez vu dans certaines opérations que des bombes sont rentrées vraiment dans la chambre à coucher de certaines personnes que nous voulions éliminer. Ou bien quand on parle du général de Shamkhani, qui était à la tête justement, qui était le cerveau derrière le Mhm. programme nucléaire iranien, c'est sa chambre à coucher qui a été touchée. Le Monsieur reste de l'ambassadeur, lorsqu'on fait la guerre, il y a toujours des victimes Exactement, collatérales, il y a toujours des exactement. victimes Tout à fait, civiles. tout à fait. Et vous Mais l'assumez ça aussi. notre but est de les minimiser, de faire en sorte qu'il y ait le moins possible. Et c'est pour ça que nous faisons très attention, et c'est pour ça que nous faisons attention de ne pas toucher les civils. Bien, Donc vous dites à cette population iranienne qu'elle n'a rien à craindre. non, je dis plus que cela.
Je dis que cette population iranienne a l'occasion aujourd'hui de se débarrasser de ce régime. Il est temps. Vous savez, le peuple iranien est un peuple ami. Nous avions d'excellentes relations avec le peuple iranien. Nous aurons d'excellentes relations avec le peuple iranien. Et je vous dirais, c'est un peuple qui est trop sophistiqué, qui est trop avancé, qui est trop intelligent pour permettre à des gens... C'est votre objectif. Et on le lit de plus en plus entre les lignes. C'est de renverser ce régime iranien. Ce n'est pas notre but militaire. Ce n'est pas dans la définition de nos buts. Mais c'est votre but politique. Ce n'est pas non plus notre but politique, mais disons que nous ne serons pas tristes si ça arrivait. Mais vous pensez que d'une certaine manière, vous pouvez avoir l'opinion publique de votre côté? Est-ce que, par exemple, vous êtes en lien, en contact avec des représentants importants de la population iranienne? Je veux dire, les contacts que nous avons avec la population iranienne, je préfère les garder parce que c'est encore des gens qui doivent vivre. Donc il y en a. Mais je vais dire plusieurs choses. Premièrement, depuis que cette opération a commencé, je reçois personnellement des centaines de messages d'Iraniens qui sont en Iran, qui sont en diaspora, qui remercient Israël de ce que nous faisons. Ensuite, nous faisons des sondages sur ce qui se passe en Iran, parce que l'Iran est un pays, c'est un pays important et qui nous menace. Alors nous savons exactement ce qui se passe dans l'Iran et nous aussi nous faisons des sondages assez importants. 80% de la population iranienne veut voir ce régime disparaître. Dans ces 80%, bien sûr, il y a un groupe de ceux qui vraiment seraient prêts à prendre énormément de risques, qui sont une minorité de ces 80%, mais quand même, 80% voudraient voir ce régime disparaître. Alors, ils en ont l'occasion. Ils en ont l'occasion. Et je pense que la communauté internationale a la responsabilité de les soutenir. Parce que, vous savez, en 2009, les Iraniens ont voulu se débarrasser de ce régime. La communauté internationale n'est pas venue à leur aide. En 2019, encore une fois, et la dernière fois, après l'assassinat de la demoiselle qui était voilée, encore une fois, la communauté internationale n'est pas vraiment venue à l'aide de cette population. En parlant de soutien, justement, monsieur l'ambassadeur, qui vous aide, vous, Israéliens, depuis 2 jours, depuis cette vaste attaque qui a été menée, qui vous aide aujourd'hui de manière opérationnelle? Les Américains le font? Les Américains le font, ça a été dit d'une façon très claire. Les Américains nous aident à... Comment? Bien sûr, je ne vais pas en parler en studio, mais les Américains nous aident à... Je ne demande pas le détail de l'opération, non, mais simplement de quelle manière? Nous aident à arrêter les missiles et les drones qui sont tirés contre nous. Pas les drones qui sont tirés contre Israël. Donc sur la défense, sur le plan sur la défense antiaérienne. L'offensive était une offensive israélo-israélienne, et toujours une offensive israélo-israélienne. Nous sommes capables de le faire seuls. Il est vrai que dans le passé, nous n'étions pas capables de le faire seuls. En 2012, par exemple, en 2015, quand le JCPOA, quand l'accord a été signé, il y avait des discussions au sujet du fait qu'Israël aurait peut-être besoin de l'aide d'autres pays pour avoir la capacité de détruire ce programme. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aide d'autres pays pour détruire ce programme. C'est quand nous avons pris cette décision, nous savions que nous étions capables de le faire. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que ce sont les Américains qui vous ont malgré tout proposé leur aide? Non, pas du tout. Je dis, dans l'offensive, nous n'avions besoin de personne. Dans la défense? Dans la défense, les Américains ont proposé leur aide, et d'autres pays aussi. Le président Macron l'a dit d'une façon très claire hier dans son discours. Oui, mais ça veut dire que cela a déjà commencé de manière opérationnelle? Parce qu'hier, il disait, en substance, si nous devons le faire, nous le ferons. Franchement, je ne peux pas le faire rentrer dans les détails. D'abord parce que dans certains cas, je ne connais pas les détails. Et dans les détails que je connais, ce n'est pas des détails que nous discutons à la télévision. C'est que vous n'avez pas la réponse, donc? Non, j'ai une partie de la réponse dont je ne parle pas, et de l'autre partie, je ne l'ai pas. Oui. Olivier Ravanello. Pour complètement détruire les infrastructures nucléaires et le programme nucléaire, une grande partie est enfouie très profondément. Et pour arriver à le frapper, y compris protégé par des bunkers, vous auriez besoin d'une bombe que seuls les Américains aujourd'hui ont, une MPO. Est-ce que cette bombe, vous l'avez demandée? Est-ce qu'elle vous a été donnée ou est-ce que vous allez la demander? Non, non et non. C'est clair. Est-ce que vous excluez, si les frappes ne suffisent pas à neutraliser cet arsenal nucléaire, est-ce que vous excluez d'envoyer des troupes au sol ou ça fait partie des possibilités? Ce n'est pas du tout le rôle d'un diplomate, non seulement de participer à ce genre de décision, le général pourra le dire,
et en plus d'en parler plus tard. Non, mais peut-être que vous ne participez pas aux décisions, mais vous avez quand même tout un tas d'informations. D'ailleurs, vous nous en avez déjà donné de très importantes et concrètes. Là, est-ce que vous pouvez nous dire si l'envoi de troupes au sol est une ligne rouge ou pas? Je ne peux pas vous le dire. Oui. Général? Non, en fait, il n'y en a pas besoin. La précision des frappes... Les frappes suffiront. Les frappes suffisent. Alors après, il peut y avoir des actions clandestines menées par les services. Ça, c'est un autre aspect. Mais il n'y a pas besoin d'envoyer des troupes au sol. Il faut bien comprendre, et c'est ce qui fait la particularité de ce conflit. Je pense, par exemple, si on compare à ce qu'avait été la guerre des 6 jours, où il y avait d'un côté l'Égypte et la Syrie avec des frontières limitrophes. Là, c'est une guerre qui, en quelque sorte, se passe pas uniquement dans le domaine aérien, mais à distance. Maintenant, l'utilisation de troupes au sol ne se justifie pas. L'objectif n'est pas d'aller conquérir du territoire en Iran. Par contre, l'utilisation de forces spéciales peut être envisagée pour cibler des trucs particuliers. Mais voilà, on fait l'action, puis on revient tout de suite. Joshua Zarka, on l'a bien compris, c'est une opération qui a été menée depuis des mois. Est-ce que la décision... Non, c'est une opération qui a été menée depuis des années. Depuis des années, plus que depuis des mois. Est-ce que la décision de déclencher cette opération s'est faite de manière unilatérale ou les Américains savaient, par exemple, et ils ont laissé faire? Le président l'a dit lui-même, je veux dire le président Trump l'a dit lui-même dans le communiqué qu'il a publié hier, qu'il savait à l'avance et c'est quelque chose dont... Il pourrait aussi dire ça pour garder la face parce que vous l'avez mis au pied du mur. Mais non, le président Trump n'a pas besoin de garder la face. Je travaillais avec ses équipes pendant les 4 ans qu'il était président la dernière fois. Je pense connaître la façon dont il réfléchit, la façon dont il pense. Il n'a pas besoin de parler. S'il était énervé, s'il avait été contrarié par quelque chose que nous avions fait, il aurait dit de façon très claire. Et comment expliquez-vous alors que toute la semaine, il a répété publiquement, jusqu'à jeudi, s'il vous plaît, attendons qu'on se rende à la 6e ronde de négociation avec les Iraniens dimanche. Et clairement, vous n'avez pas attendu dimanche pour frapper. Mais il a donné aux Iraniens, n'oublions pas, 60 jours. Oui, et vous étiez là au 61e. Au 61e, exactement. Il a demandé aux Iraniens 60 jours. Il a donné aux Iraniens 60 jours, et nous avons respecté cela entièrement. Le fait que nous ayons opéré le 61e jour a été fait je ne dirais pas coordination, il le savait exactement que, à le niveau de la coordination, je ne pourrais pas le dire parce que je n'étais pas dans la salle, je n'étais pas dans la salle quand ça a été discuté. Donc c'est vous qui imposez l'ordre de marche aux Américains? Ah non. Ne rentrez... c'est ce que vous savez, dites, nous et les Américains, nous avons d'excellentes relations qui sont très profondes. Qu'elles sont dans le domaine militaire, dans le domaine diplomatique et dans tous les autres domaines. Nous en discutons de ce genre de dossier. Par exemple, si vous regardez dans le passé, quand nous avons attaqué Deir ez-Zor en Syrie, il y a eu de longues discussions entre nous et le président, et fin de compte, le président a dit, le président Bush de l'époque dit « je ne participerai pas à cela ». Mais ce n'est pas le genre de choses que nous faisons quand le président américain nous demande de ne pas le faire. En 2012, par exemple, nous étions prêts à attaquer, nous voulions attaquer, et le président Obama nous avait demandé de ne pas le faire. Alors nous avons des relations qui sont telles que nous respectons les demandes des présidents américains. Joshua Zarka, les Iraniens vous accusent d'avoir sapé tout espoir d'accord, de négociation. Et d'ailleurs, ce soir encore, l'Iran dit qu'il ne négociera pas si Israël poursuit ses attaques. Sous-entendu, si vous suspendez vos attaques, peut-être qu'il y a une possibilité de reprendre les discussions. Mais ce qu'ils disent à ce stade, c'est qu'en tout cas, vous, en menant cette attaque, vous avez sapé tout espoir de paix, alors que des discussions étaient en cours. En tout cas, il change de ton. Parce que hier, il disait quelque chose de différent. Oui. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que c'est un effet positif. Mais est-ce que vous voulez vraiment que ces discussions aient lieu ? Ça fait 25 ans qu'il y a des négociations avec les Iraniens. Le premier accord, ce qui s'appelle l'accord de Paris, était un accord qui avait pour but de limiter le programme nucléaire iranien. À l'époque, on parlait pas de l'enrichissement, mais de c'est des termes anglais que je ne me rappelle pas en français, mais la première étape du cycle de combustible. Et là, bien sûr, ils avaient dit nous ne le ferons pas, nous n'avons aucune intention de faire ce que vous nous accusez de faire. Et il y a 25 ans, 25 ans ont passé, et aujourd'hui, ils enrichissent 60%. Ils sont capables aujourd'hui de produire suffisamment de matériel fissile pour 8 bombes nucléaires. Alors, les négociations ont échoué.
On a essayé, on a donné le temps à la diplomatie. 25 ans, c'est beaucoup. Et en fin de compte, ça a complètement échoué. Et donc, il fallait utiliser la force. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, la diplomatie n'aura pas un rôle à jouer. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que la diplomatie aura un rôle à jouer quand nous aurons terminé, quand nous aurons fini et nous aurons atteint nos buts militaires. Mais si dans 2 jours, les Iraniens disent « on veut bien reprendre les négociations », vous direz comme Trump « non, c'est trop tard ». On ira au bout de l'opération. Vous savez, c'est gentil de me poser la question, mais c'est une question que vous devez poser au Premier ministre. C'est une question qui est prise au plus haut niveau Non, mais ça de peut être l'État. une question de principe, de dire notre objectif est de mener cette opération à bout pour vraiment casser le système. Notre but pour l'instant est de mener à bout cette opération et de nous débarrasser complètement des capacités nucléaires militaires des Iraniens. Alors, n'oublions pas. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que le fait que les attaques se poursuivent et que les frappes se poursuivent n'empêche pas le fait que sur le plan diplomatique, les discussions puissent reprendre, c'est ça? D'abord, je finis la réponse. Nous avons fait une grande partie du travail a déjà été faite. Une grande partie la du destruction, programme, donc, est bien amorcée, selon vous? Bien amorcée, oui. La destruction est bien amorcée. Ça veut dire quoi? Pardon, mais ça, c'est important ce que vous dites. Oui. Ça veut dire quoi? Une grande partie du travail a été Parce que nous avons déjà détruit une grande partie des sites nucléaires iraniens. Un site nucléaire, par exemple... 50%? Les détails sont encore à être vérifiés. Mais si je me trompe, le ministre des Affaires étrangères, mon patron, parlait ici il y a quelques instants et disait d'une façon très claire que nous avons repoussé déjà les capacités nucléaires iraniennes de quelques années. Alors, nous avons touché les sites d'enrichissement, nous avons touché un site dans lequel ils travaillaient sur l'armement, ce qui est beaucoup plus important. Enfin, beaucoup plus important, mais très important aussi. Un dernier mot, monsieur l'ambassadeur, sur les frappes qui ont été menées. On a bien compris que les sites nucléaires sont au cœur, bien sûr, de cette offensive. Il y a aussi de nombreuses raffineries qui ont été visées. Non, non, pas de raffineries. Des raffineries qui ont... Il y a une raffinerie qui a été visée. Une seule? Une raffinerie qui a été visée. Et si je ne me trompe, pour quel but? Les rapports, c'est un message. Quel message? Vous pourrez payer un prix énorme si vous continuez, si vous répondez de la façon dont vous l'avez fait. Donc, pour... Ce genre de messages, généralement, ce ne sont pas des messages vocaux. Mais pour le régime iranien, c'est ça? C'est un message pour le régime iranien? Tout à fait. Et en quelques mots, quel est le message? Méfiez-vous aussi des conséquences économiques de ce qui est en train de se passer? Tout à fait. Méfiez-vous, parce que vous avez énormément à perdre. Et là, il n'y a pas que le régime iranien qui a énormément à perdre. Là, ça peut avoir des conséquences économiques à l'échelle internationale. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais nous espérons justement que les Iraniens comprendront qu'il y a certaines choses, certaines lignes rouges qu'il ne faut pas passer.